Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir Marilyn, Bonsoir Eric. Ingrid, Corinne, Chantal, Lily. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle réunion en ligne de la médecine chinoise pour tous. On a un sujet en plus spécial ce soir. On ne fait pas comme d'habitude. Je vous ai préparé un petit topo sur la langue comme vous m'aviez demandé la dernière fois. On s'en empêche qu'on pourra prendre un peu de temps si vous avez voilà, des questions sur la formation, sur l'automne, sur tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr, hein, comme à chaque fois. Mais voilà, j'ai quand même prévu, suite à votre demande de la dernière fois, de vous faire un petit topo sur la langue en médecine chinoise. Ok, ok. Est-ce que, avant qu'on commence, vous aviez peut-être des questions par rapport voilà, à ce qu'on vit en ce moment, à l'automne, à l'énergie défensive, à ce qu'on a vu la dernière fois, à ce que vous suivez dans la formation en ce moment. Voilà, puisqu'on est encore dans l'automne pendant une semaine encore, on a un automne, on passera dans l'énergie de l'hiver. On passera dans l'énergie de l'hiver mardi de la semaine prochaine, ce qui veut dire que nous sommes d'ores et déjà dans l'intersaison qui a Hier. alors attendez, 7, 8, oui, qui a commencé dimanche. Nous sommes dans l'intersaison à partir depuis dimanche, il y a 18 jours d'intersaison. Mais voilà, nous passons vraiment dans l'énergie de l'hiver le 25 octobre pour cette année. Voilà, donc il reste quelques jours d'automne avant qu'on rentre vraiment dans l'énergie de l'hiver. Et là, nous sommes en plein dans la période de transition d'intersaison qui appartient à la Terre, comme on a vu lors de réunions précédentes. On en refera si vous démarrez tout juste la formation, on refera de toute façon une réunion sur la Terre parce que c'est vraiment important qu'on voit ça en détail. Bonsoir Karine, comment je suis content de te Bonsoir voir. Eric, je suis ravie aussi d'être là. Bonsoir à tous. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Oui, 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 j'ai tout regardé en replay là les dernières fois. Maintenant, je suis là. Ok, ok. Eh bien, écoute, voilà, tu n'étais pas là la dernière fois, mais donc tu as vu en replay que les personnes qui étaient présentes ont demandé que la réunion suivante, donc celle-ci, Ouais. je puisse vous parler un petit peu de la langue en médecine chinoise. Donc, je vous ai préparé un petit topo sur la langue pour vous donner déjà les grandes lignes, la façon dont on voit la langue en médecine chinoise. C'est vrai que l'inspection de la langue en médecine chinoise est un élément important quand on fait un bilan énergétique, quand on pose un diagnostic de médecine chinoise. Elle nous révèle beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne. Il faut savoir, voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais la langue est le muscle, parce que c'est un muscle, c'est ni un os, ni un tendon, mais c'est un muscle. La langue est le muscle le plus irrigué en sang du corps. Voilà. Parce on l'utilise tout le temps, que ce soit pour parler, que ce soit pour boire, que ce soit pour manger. C'est vraiment un muscle qui est sollicité quasiment en permanence. Et le fait qu'il soit le muscle le plus irrigué du corps, de notre corps, eh bien, la, 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 la couleur de la langue va nous dire beaucoup de choses justement sur l'irrigation sanguine du corps, puisque le fait qu'il y ait autant de sang dans ce muscle, ça nous donne une vision de l'ensemble des muscles du corps et de la fonction d'irrigation sanguine du corps. Et derrière ça, ça nous permet de déduire beaucoup de choses qu'on va voir ensemble en détail ce soir. Alors, je vous propose qu'on fasse par étapes, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut voir sur la langue. Il y a d'abord les différentes zones de la langue qui correspondent
aux différents organes de la médecine chinoise. Il y a ce qu'on appelle la texture de la langue. Il y a la couleur du corps de la langue, c'est-à-dire du muscle de la langue. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la couleur de l'enduit. L'enduit, c'est cette pellicule qui recouvre le dessus de la langue. Et il faut complètement faire la différence entre l'enduit et le corps de la langue, qui peuvent être de couleurs tout à fait différentes. Et on va voir que ça va nous apprendre plein de choses sur l'état énergétique d'un individu, rien qu'en regardant sa langue. Moi, ça m'arrive quand je regarde un film, une série à la télé ou un journaliste à la télé, et quand il parle, on voit sa langue et des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait bien besoin d'un soin énergétique, celui-là. Ça m'arrive régulièrement, c'est à des formations professionnelles, je pense. Mais des fois, c'est oh, mais mon Dieu, mais cache là ta langue, il y a un gros boulot à faire là. Donc voilà, vous allez rentrer dans les secrets de la médecine chinoise pour mieux appréhender ce que c'est qu'une langue et ce que vous pouvez en déduire. Voilà. Alors, je vous propose, je vais partager mon écran parce que je vous ai préparé un petit PowerPoint pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je n'ai pas trouvé malheureusement de photos correctes et bien visibles des différentes langues, mais voilà, vous allez voir ce que je vous ai préparé. Alors, je suis désolé, c'est pas ragoûtant, hein, mais bon, c'est une langue. J'ai cherché une photo de langue qui soit suffisamment bien tirée pour qu'on puisse bien voir. La langue est divisée en 3 parties principales, c'est-à-dire la zone avant, la zone du milieu et le fond de la langue. C'est pour ça que j'ai pris une photo comme ça, parce que souvent, quand on tire la langue juste comme ça, on ne voit pas le fond. Et le fond est important parce que c'est là que se situe la zone de l'énergie des reins. Alors, plus vous allez vers le fond de la langue, en fait, plus on descend dans le bas du corps, plus vous allez vers la pointe de la langue, plus on monte dans le haut du corps. Donc, le fond de la langue correspond au bas du corps, au réchauffeur inférieur, là où se situent les reins. La zone médiane, le centre de la langue, c'est le milieu du corps, là où se situe la zone de la rate et de l'estomac. Et enfin, le haut du corps correspond à la pointe de la langue, d'abord les poumons, et puis tout au bout, tout à la pointe, le cœur. Et sur les bords, on a le foie et la vésicule biliaire. Voilà. Dans la tradition chinoise, c'est vrai que le foie se trouve au réchauffeur inférieur, donc on aurait pu peut-être le mettre au fond de la langue, mais en fait, il correspond plutôt au bord externe de la langue. Alors, ce qui est intéressant, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas eu le temps de chercher ça, mais ce qui est intéressant, et vous pourrez chercher peut-être de votre côté, c'est, vous qui avez fait la diététique chinoise avec les 5 saveurs, c'est d'aller comparer cette photo que je vous ai mise avec une cartographie de la langue, avec les différentes papilles qui sont les capteurs des différentes saveurs, et vous serez surpris de constater que ça correspond. C'est-à-dire que les capteurs de l'acide sont plutôt sur les bords, les capteurs de l'amer et du piquant sont plutôt sur l'avant, les capteurs du doux et du sucré sont plutôt au centre, et les capteurs du salé sont plutôt au fond. Comme par hasard, ça correspond assez bien entre les zones de la médecine chinoise par rapport aux organes et les zones des différentes papilles capteurs des différentes saveurs. Voilà. Les Chinois ne sont pas allés chercher ça n'importe où. Voilà, ça correspond à ce que la médecine occidentale a trouvé elle aussi de son côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la langue en dessous. J'ai essayé d'écrire ça le mieux possible sur la photo, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien vous décrire les différentes zones. De toute façon, voilà, vu qu'il va y avoir un replay, si vous n'avez pas le temps de noter ou de dessiner tout ce qui sera écrit sur les différents tableaux qu'on va voir, voilà, rien ne vous empêche demain ou dans les jours suivants d'aller voir le replay et peut-être de faire des captures d'écran
des différentes photos et des différents tableaux que je vous aurai mis sur la vidéo de ce soir. Voilà. Alors voilà pour les différentes zones de la langue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un peu ce que vous attendiez? Oui. Bon. Oui, oui. Bien. Oui. Après, tu vas sans doute nous expliquer comment on voit que le foie sur la langue est un problème ou Oui, on oui, doit le on va voir. voir. Alors là, c'est ce que je vous ai dit, il y a 4 parties. Ça, c'est les zones. Mhm. C'est pour identifier, en fait, tout ce qu'on va voir après, que ce soit au niveau de l'enduit, que ce soit au niveau de la texture. Quand on verra une modification sur la zone en particulier, ça voudra dire que c'est rattaché à tel ou tel organe. Par exemple, quand on va voir l'enduit, si y a un enduit normal partout et qu'il n'y en a pas sur les bords, ça voudra dire qu'il y a quelque chose au niveau du foie. Si le corps de la langue est rose et que la pointe seulement est rouge, ça voudra bien dire qu'il y a quelque chose au niveau du poumon ou au niveau du cœur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé par les zones. Et ensuite, on va aller voir les couleurs des différentes parties. Alors, les différentes couleurs de la langue. Alors, quand je parle de la langue, là, c'est le corps de la langue lui-même. Ce n'est pas l'enduit qui est sur le dessus. Des fois, l'enduit peut être tellement recouvrant qu'on peut ne plus voir le corps de la langue. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à regarder soit sur le côté, soit carrément en dessous. Parce que le corps de la langue, il est le même normalement partout. Je venais de dire à l'instant qu'il peut être différent au niveau de la pointe. C'est à peu près la seule exception qu'il peut y avoir au niveau du corps de la langue lui-même. Au niveau de l'enduit, ça peut être plus divers. Mais au niveau du corps de la langue lui-même, la seule différence entre les différentes zones, en général, c'est au niveau de la pointe. Alors, quand le corps de la langue, il est rose, c'est que tout va bien. Là, il n'y a rien à dire de spécial, c'est sa couleur normale. Ça ne peut pas toujours être déséquilibré, il y a des fois aussi où ça peut être bien. Quand même. Donc, quand la langue est rose, c'est bien, ça veut dire que l'état de santé est bon. Quand la langue est pâle, ça veut dire quoi si la langue est pâle, sans parler de déséquilibre énergétique? Si la langue est pâle, mal irrigué. exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sang dans la langue et donc il n'y a pas assez de sang dans les muscles, qu'il n'y a pas assez de sang peut-être aussi dans le foie. Donc, ça vient d'une déficience de sang, voire d'une déficience d'énergie, voire même peut-être d'une déficience de yang. Quand l'énergie est trop basse, ça peut même être un signe de déficience de yang, mais c'est sûr, déjà une langue pâle, c'est un signe de déficience, ce n'est pas un signe d'excès. Et d'entrée, c'est une déficience de sang, voire d'énergie, voire de yang. Puisqu'elle est pâle, comme tu l'as dit, ça veut dire que l'irrigation se fait mal. Ce n'est pas dû à un blocage du sang quelque part, à une stase de sang. S'il y avait une stase de sang quelque part et qu'effectivement, voilà, ça empêcherait le sang de correctement alimenter les muscles, on va voir ça tout à l'heure, on aurait une langue qui serait plutôt violette, violacée, ou alors de couleur peut-être pâle, mais avec des taches bleutées ou violacées dessus. Ça veut dire qu'une tache bleutée, une tache violacée, ça veut dire qu'il y a une stase de sang quelque part dans le corps. Et justement, en fonction de là où la tache bleue ou la tache violacée se trouve au niveau de la langue, on sait où elle se trouve, la stase de sang. Par exemple, si une personne a une tache bleue, j'ai une patiente qui a ça de manière chronique, qui a une tache bleue sur le bord de la langue. C'est une stase de sang qui se situe où, à votre avis? Cœur. Le foie. Oui, au niveau du foie. Le cœur, c'est la pointe. Les bords, c'est le foie. Si effectivement sa tache bleue ou sa tache violacée, elle était au bout de la langue, ça voudrait dire effectivement qu'il y a une stase sûrement au niveau du cœur ou au niveau des poumons. Les taches bleues au niveau de la pointe, on va trouver ça par exemple dans
les cardiopathies, dans l'angine de poitrine, dans les personnes qui viennent de faire un infarctus, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de dépistage. Hein, les personnes qui n'en ont pas encore fait et qui ont une tache bleutée au niveau de la pointe de la langue, ça veut dire que ça ne va pas fort au niveau du cœur et que le sang ne circule pas bien. Voilà, donc, comme d'habitude, hein, il y a plein de choses dans la médecine chinoise qui participent à la prévention. Donc, ça permet de suspecter ce qui peut arriver et de faire ce qu'il faut pour l'éviter. Donc, la langue pâle, déficience de sang, voire déficience d'énergie ou de yang. La langue violacée ou les taches violacées ou bleutées, ça, c'est de la stase de sang quelque part dans le corps. Si c'est toute la langue qui est violacée, ça veut dire qu'il y a une grosse stase de sang qui empêche vraiment le sang de bien circuler. Voilà, c'est vraiment les deux sont au niveau du sang, mais voilà, il y en a une où il n'y a pas suffisamment de sang dans le corps. La langue pâle, ça peut être par exemple quelqu'un qui va être anémié, hein, qui n'a pas suffisamment de sang dans le corps, ou qui vient d'avoir une grosse hémorragie. Voilà, elle va avoir la langue pâle. Alors que quelqu'un qui a le sang qui est bloqué quelque part et ça n'alimente plus aussi bien la langue, ça ne va pas être pâle, ça va être violacé. En fait, c'est la congestion qui donne cette couleur-là. Est-ce que quand tu parles de langue pâle, est-ce que des fois on voit des langues qui sont blanches au-dessus? Est-ce que Non, c'est pareil ça ou c'est pas? l'enduit. On va voir ça tout de suite après. Ah, ok. Ça, c'est l'enduit qui est blanc. Donc, quand je parle du corps de la langue, c'est comme le teint. Mm. Ah, ok. C'est quelqu'un qui a le teint rose, quelqu'un Oui. qui a le teint pâle, quelqu'un qui a le teint rouge. En fait, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes caractéristiques au niveau du teint et de la langue. C'est vraiment l'irrigation sanguine. Mm. L'enduit qui est sur la langue, c'est complètement autre chose. On va voir ça tout de suite après. Ok, d'accord. Si elle est pâle, c'est la même couleur. Tu sais, quand quelqu'un est pâle, quelqu'un a le teint blême, voilà, Mm. quelqu'un qui a la langue pâle. Alors, c'est sûr, vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire tirer la langue à tous les gens qui sont autour de vous. Vous savez peut-être pas ce que c'est qu'une langue pâle, mais je peux te dire, moi qui fais tirer la langue aux gens depuis plus de 25 ans, euh, il y a des gens que ça fait beaucoup rire d'ailleurs dans mes patients. La première fois, je voudrais voir votre langue. Il y en a, c'est très jouissif. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude de tirer la langue. Ils ont un certain plaisir à le faire. On doit leur empêcher de faire ça depuis qu'ils sont mômes. Et bon, moi qui regarde voilà, les langues des gens depuis très longtemps, on fait bien la différence entre une langue pâle et une langue rose. Et une langue rouge, autant qu'au niveau du teint, c'est vraiment la même chose. Donc justement, la dernière couleur, c'est la couleur rouge. Une langue qui est rouge, elle est rouge vraiment comme comme un rhum steak. Elle est rouge comme un coup de soleil. C'est rouge, c'est pas rose, hein. C'est vraiment rouge. Quand la langue est rouge, ça veut dire qu'il y a de la chaleur à l'intérieur qui monte et comme si ça faisait bouillir le sang dans la marmite. Et voilà, il commence à être beaucoup plus rouge. Donc, ça veut dire que c'est un signe de chaleur, un signe d'excès de yang ou de déficience de yin. On verra tout à l'heure que ça va dépendre de l'enduit. C'est la couleur de l'enduit qui va nous permettre de dire sur une langue rouge, est-ce que c'est un vrai excès de yang ou est-ce que c'est une déficience de yin? Vous vous souvenez, on a vu ça dans le dernier module de la médecine chinoise pour tous. La différence entre, voilà, si le yin et le yang sont équilibrés, ça, c'est le yang, ça, c'est le yin. Donc ça, c'est un excès de yang. Il y a des symptômes de chaleur. Mais ça, c'est une déficience de yin. Et on ne voit plus que la chaleur. Donc, il y a aussi des symptômes de chaleur, à part qu'il y a de la déficience derrière. La différence, c'est que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tonifier le yin pour rétablir l'équilibre. Et dans ce cas-là, on va faire baisser le yang. Mais c'est bon de savoir faire la différence parce que si dans ce cas-là, où on est en déficience de yin, on ne comprend pas et on fait baisser le yang, eh bien, la personne, elle n'a plus d'énergie du tout. Et si dans ce cas-là où on a un excès de yang, on ne calme pas le yang, mais on nourrit le yin, on va nourrir la chaleur en faisant ça, on va augmenter les symptômes. Donc, c'est vraiment
primordial, c'est quelque chose qui a l'air d'être tout bête, mais de différencier la déficience de yin et l'excès de yang, c'est vraiment important. Et la langue nous permet vraiment de faire la différence. Dans les deux cas, la langue est rouge, mais on va voir dans quelques instants que l'enduit n'est pas du tout le même. Et ça, c'est vraiment un atout incroyable quand on ne sait pas bien faire la différence entre les deux. Alors, je vous propose justement qu'on voit, je pense que c'est ce qui suit, les différents enduits. Voilà, les différents enduits de la langue. Quand l'enduit est mince et blanc sur une langue rose qu'on a vu tout à l'heure, ça, c'est l'état normal, l'état de santé normal. Le blanc, au niveau de l'enduit, est plutôt signe de froid. Le jaune va être plutôt signe de chaleur. Alors, pourquoi l'enduit mince et blanc, c'est normal, à votre avis? Puisque le blanc, c'est le froid. C'est fin. Oui, mais pourquoi c'est normal? Pourquoi il y a du froid sur votre langue? Normalement. Je sais pas. Eh bien, parce que votre langue est en contact avec l'air ambiant, puisque vous ouvrez la bouche de temps en temps quand même. Votre langue est en contact avec l'air ambiant et que l'air ambiant, normalement, est plus froid que votre température interne. Donc, ce contraste léger fait en sorte que vous avez un enduit mince et blanc sur la langue. C'est pour ça qu'un enduit mince et blanc, c'est normal. En revanche, quand cet enduit blanc commence à devenir plus épais, commence à recouvrir la langue, qu'on commence à plus voir le corps de la langue en dessous, qu'on peut même aller jusqu'à quelque chose d'assez épais. Les Chinois appellent ça un enduit en tofu, tellement ça peut être épais. Quand on commence à les voir, ceux-là, bon, parce qu'en général, il y a la vue, mais il y a l'odeur qui va avec. Ce n'est pas extra en général. Voilà, ça veut dire que s'il est juste blanc, s'il n'est pas jaune, s'il est uniquement blanc, cet enduit épais, c'est qu'il y a une accumulation d'humidité et de froid dans l'organisme. Et là, ça peut être après. Voilà, là, c'est là qu'on va voir en fonction de la zone. Si c'est plutôt au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau de la rate de l'estomac, au niveau du cœur et du poumon. Et là, on va savoir, grâce aux différentes zones qu'on a vues tout à l'heure, où est cette accumulation d'humidité et de froid. La plupart du temps, humidité, froid, ça peut être au niveau des poumons, à l'avant, ça peut être au centre, au niveau rate-estomac, puisque c'est quand même rate-estomac qui est le plus sujet à l'humidité et au froid. Ça peut être aussi au fond, au niveau des reins. Voilà, l'humidité et du froid au niveau des reins. C'est tout à fait possible. Quand cet enduit blanc, épais, gras, commence à virer au jaune, cette humidité froid, en fait, elle se transforme en chaleur. Et là, on se retrouve avec de l'humidité-chaleur. Je vous ai dit, l'enduit blanc, plutôt signe de froid, l'enduit jaune, plutôt signe de chaleur. Si l'enduit est mince et jaune, c'est un excès de chaleur. Mais s'il commence à devenir épais et gras, on est dans de l'accumulation d'humidité-chaleur. Et là, pareil, en fonction de là où ça se situe, si c'est au niveau du foie, si c'est au niveau rein, si c'est au niveau rate-estomac, au niveau poumon, au niveau cœur. D'où l'importance des différentes zones. C'est ça que tu voulais savoir tout à l'heure, Marilyn, par rapport aux différentes zones. Voilà. Oui. On peut complètement, autant au niveau du corps de la langue, c'est difficile parce que c'est l'irrigation sanguine du corps, à part la pointe, comme je vous l'ai dit, ou les taches bleues ou violacées. Mais là, l'enduit, par contre, ça peut être vraiment, peut y avoir vraiment des zones délimitées où il peut y avoir vraiment du gras et du jaune au centre et pas sur les bords ou inversement. Ça, c'est complètement possible. Ça permet vraiment de savoir comment ça va à l'intérieur. Alors, je disais tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'enduit, non, pardon, du corps de la langue rouge, vous vous souvenez, je vous ai dit c'est de la chaleur, mais est-ce que c'est un excès de chaleur ou est-ce que c'est une déficience de yin? Quand on a un corps de la langue rouge
et qu'on a un enduit mince et jaune par-dessus, là, on sait que c'est un excès de chaleur ou un excès de yang. Parce que c'est quelque chose qui est en plus, c'est un excès. Le fait qu'il y ait un enduit mince, peut-être même un peu gras et jaune, ça veut dire que c'est un excès. Sur une langue rouge, là, on est vraiment dans l'excès de yang, ce dont je parlais tout à l'heure. Par contre, quand la langue est rouge et qu'il n'y a pratiquement pas d'enduit dessus, comme si on avait passé une raclette et qu'on avait enlevé tout l'enduit et que la langue, on ne voit plus que le corps de la langue et il n'y a plus d'enduit par-dessus, ou vraiment très, très mince, ça, c'est l'autre cas, c'est la déficience de yin. Les gens qui tirent la langue, où on voit que du rouge et rien dessus, que la langue, elle, comme si elle était propre, ça, c'est typique de la déficience de yin. Typique. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que corps rouge de la langue, tout le centre, par exemple, est mince blanc ou mince jaune, et pas d'enduit sur les bords. Déficience de yin du foie. Ou mince jaune ou mince blanc partout, et juste au bout, pas d'enduit. Déficience de yin du cœur ou des poumons. Voilà, vous voyez comment on peut affiner les choses. En fait, les 4 parties que je suis en train de vous montrer, les zones, les couleurs du corps de la langue, la couleur des enduits, ça se combine. Et ça permet vraiment de… Je ne pouvais pas vous faire des photos et des descriptifs de toutes les langues parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est comment raisonner. Les couleurs d'enduit, les couleurs de langue, les zones, et on va voir les textures après. Quand Ça il y a permet… des fissures, Ah quand oui, il y alors a ça, des… on va voir ça. On va voir ça dans les textures juste après. D'accord. Oui, ça, on va voir. Tu en as vu beaucoup de langues jaunes parce que moi, en tant qu'aide-soignante, j'ai vu quand même pas mal de langues aussi, mais jaunes, Avec un enduit jaune, hein, ouais, très non, souvent. j'ai jamais vu. Ah ouais. Très souvent. Alors, peut-être que tu n'as pas forcément fait. C'est pas comme quand on a mangé des cachous, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais c'est quand même jaune. Hein. Ah ouais. C'est jaune, comment dire, un peu comme quand après qu'on ait bu du café. Ok. Là, et d'ailleurs, il faut faire attention à ça parce que voilà, les gens qui arrivent et qui tirent la langue, vous n'avez pas bu du café avant des fois parce qu'ils peuvent avoir un enduit blanc que le café teinte. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Mais si, il y a des gens qui sont en excès de chaleur. Les fumeurs, souvent, les gros fumeurs, Ah oui. ils ont un enduit jaune, hein, ils n'ont pas un enduit blanc. Hein. Ah oui, effectivement. Les gros buveurs de café, les gros fumeurs, les alcooliques, l'enduit, il est jaune. Après, il n'est pas jaune fluo. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Je n'ai pas fait attention. Hein. Il n'est pas jaune fluo, mais ce n'est pas un beau jaune. Hein. On ne repeindrait pas on repeindrait pas les murs avec. Hein. Ce n'est pas un jaune. C'est plutôt… C'est pas méchant, mais c'est plutôt un jaune sale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est un blanc qui commence à être cassé et puis qui commence à jaunir. Oui, c'est ça. Un peu, vous savez, comme certains chapeaux de champignons qui, au début, quand ils sont tout neufs, quand ils viennent de pousser, ils sont tout blancs. Et au bout de quelques jours, ils commencent à virer au jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est cette couleur-là. Voilà. Donc, l'enduit blanc, mince ou épais. L'enduit jaune, mince ou épais. L'enduit gris, et ça, j'en vois aussi, c'est l'enduit jaune quand il y a tellement de chaleur que ça finit par brûler l'enduit et ça devient gris. Hein, ça veut dire que l'excès de chaleur consume le yin, consume les liquides organiques. Là, ce n'est pas une déficience de yin de base, c'est l'excès de chaleur qui finit par épuiser le yin. À force qu'il y ait de la chaleur, ça épuise les liquides, ça les consume, ça les brûle. Donc, quand l'enduit est gris, la chaleur, elle est costaud. Hein.
Elle est bien costaud. Mais j'en vois, moi, j'en ai pas vu souvent des enduits gris. Mais justement, comme je disais tout de suite, j'ai un patient là en ce moment qui a un enduit gris. C'est un très gros fumeur. Donc, effectivement, à force, il est fini par avoir la langue de la couleur des cendres de ses cigarettes. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, Eric, une toute petite question. bien sûr. Tu as parlé d'absence d'enduit. Qu'en est-il de ces personnes qui se nettoient la langue le matin? Voilà. Oui, je sais que c'est une pratique qu'on retrouve beaucoup dans le yoga, le fait de se racler la langue. Ouais. Alors ça, c'est vraiment que ça… Moi, je m'y suis retrouvé confronté plusieurs fois à des personnes, je pensais qu'ils n'avaient pas d'enduit. Et en fait, si, mais c'est qu'ils l'enlèvent. Ce n'est pas du tout une technique qui est utilisée dans la médecine chinoise et dans le Qigong, le fait de se nettoyer la langue. Par rapport à ce que je sais de la médecine chinoise, je ne connais pas suffisamment la médecine ayurvédique pour émettre un jugement sur cette pratique, mais par rapport à ce que je sais de la médecine chinoise, ça ne change pas grand-chose à l'état de santé, le fait de nettoyer sa langue, parce que s'il y a des choses qui paraissent, entre guillemets, sales et pas propres au niveau de la langue, ce n'est que ce qui ressurgit. La même chose est à l'intérieur. Ce n'est pas en grattant la langue qu'on va nettoyer les organes. C'est Il vaut vrai. mieux utiliser toutes les pratiques que vous connaissez pour aller détoxifier les organes dans leur profondeur plutôt que de se gratter la langue. Après, voilà, je sais que dans le yoga, il y a beaucoup de pratiques comme ça de nettoyage, mais ce n'est pas des pratiques de la médecine chinoise. Après, j'ai rien contre, hein, mais je pense que ce n'est pas juste en faisant ça qu'on va vraiment nettoyer vraiment l'organisme. Ah oui, tu as raison, c'est superficiel en fait. Eh C'est bien oui, enlever le c'est le symptôme. sommet de l'iceberg, hein. En Tout fait, à on fait. se sert, nous, en médecine chinoise, de la langue qui est plus ou moins apparente parce que c'est une façon de voir à l'intérieur. Il faut penser que la médecine chinoise existe depuis au moins 5000 ans et que eh bien, le fait d'aller voir dans l'organisme grâce à des échographies, des radios, des IRM et des scanners, c'est quelque chose de très récent. Et la médecine chinoise avait cette faculté depuis très longtemps d'être capable de comprendre et d'aller voir d'une certaine façon comment c'était à l'intérieur de l'organisme sans l'ouvrir et sans examens médicaux compliqués comme on fait aujourd'hui. C'est vrai. En regardant la langue, c'est quand même fabuleux. Ne serait-ce que si on reculait de 100 ou 150 ans, on n'était pas capable en Occident de faire ça. Dire qu'on fait tirer la langue à quelqu'un, grâce à ça, on sait comment va sa circulation sanguine générale, on sait comment va son cœur, ses poumons, son foie, ses reins, tout son système digestif, sans fibro, sans écho. C'est extraordinaire. Ouais, c'est très On a l'air écologique. de parler de ça comme ça a l'air tout, tout simpliste et tout. Mais vous vous rendez compte comment c'était extraordinaire avant l'apparition des examens médicaux d'avoir un outil pareil? C'est vrai. Ça a l'air tout bête ce que je vous dis là, mais vraiment, les différentes zones, le corps de la langue, l'enduit, ça vous permet d'appréhender tous les organes du corps et de voir des choses qui sont cachées autrement. Oui, oui, c'est comme une cartographie, hein. C'est précieux. Exactement, exactement. C'est une des seules parties internes du corps qu'on peut voir sans outils comme tous les examens dont je viens de parler. Parce que elle est quand même à l'intérieur, mais voilà, il y a juste besoin d'ouvrir la bouche pour y accéder. Moi, je trouve ça extraordinaire que depuis si longtemps, les Chinois aient trouvé ça et qu'ils puissent déduire un diagnostic et des principes de traitement et des traitements grâce à ça. Je trouve ça absolument fabuleux. Voilà, je suis un peu sorti peut-être de la réponse que tu attendais, mais Non, voilà. parfait, c'est parfait. Resituer les choses dans leur contexte, que voilà, la façon de poser un diagnostic existe quand même depuis des milliers d'années en médecine chinoise. Ça fait bien, on n'en était pas là, nous, il y a 5000 ans. Hein.
Hippocrate, c'est pas si vieux que ça, hein, qui lui a révolutionné la médecine. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage tout à l'heure extraordinaire, qui n'était pas très long, sur Arte, sur Hippocrate, qui était donc un médecin de l'Antiquité grecque. Et il y avait un petit reportage sur Arte. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir s'il était sur Arte Replay, mais franchement, je vous le recommande. Moi, j'ai appris plein de choses sur comment il avait révolutionné la médecine en Europe. Et en fait, quand on écoute Hippocrate, on a tellement l'impression qu'il parle de médecine chinoise, c'est extraordinaire. C'est lui qui a décidé et convaincu ses contemporains que la santé, l'individu et les maladies ne venaient pas des dieux, mais qu'il fallait regarder dans l'homme et dans la nature autour de l'homme pour comprendre l'homme et la maladie. Voilà, exactement de cette manière-là qu'a été découverte la médecine chinoise. Si vous avez l'occasion, voilà, je vous le conseille, je me suis régalé en regardant ça tout à l'heure. Oui, je viens de le voir sur Internet. Il dure 15 minutes, en effet. Oui, il est très court, mais il est passionnant. Super. Merci. Je vous le recommande. Il est sur Arte Replay, Karine? Je suis en train de regarder pour voir si c'est replay, je ne sais pas. Je l'ai vu sur Internet, là, je ne vois pas si c'est replay. Mais super. Voilà, je vous le recommande. Voilà, c'est vraiment un médecin qui fait dire à la médecine occidentale moderne que à l'origine, notre médecine occidentale était quand même assez proche de la médecine chinoise. Et quand les médecins occidentaux disent qu'ils ne croient pas en ces trucs complètement farfelus de la médecine chinoise, on a les mêmes genres de racines en fait. Ils oublient Hippocrate. C'est ça, et pourtant il prête serment, non? C'est comme le père de la médecine. Si vous ne l'avez jamais lu, allez lire le serment d'Hippocrate, le vrai texte. Ouais. Franchement, tous les médecins, il y a plein de médecins qui feraient bien de le relire une fois qu'ils l'ont signé. Hein. Franchement, il y aurait moins de problèmes à la surface de la planète si tous les médecins respectaient ce serment. Bon. Et là, je viens de voir, le documentaire est accessible. J'ai vu les 15 minutes, c'est bon, on peut le regarder. Ah, super. Merci, Karine. Merci à toi. Alors, nous avons vu les différentes zones de la langue. Nous avons vu les différentes couleurs du corps de la langue. Nous avons vu les différentes couleurs de l'enduit de la langue. Je vous propose pour finir de voir les différentes textures de langue qui vont aussi nous apprendre des choses. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui demandait les langues avec des fissures, les langues avec on peut dire aussi les langues crevassées. Hein, ça, on en voit souvent aussi. En général, pour qu'on le voit d'ailleurs, c'est souvent dans le cas de la déficience de yin, quand la langue est rouge ou rose foncé, avec peu d'enduit, voire pas du tout d'enduit à la surface, qu'on voit les fissures qui sont en dessous. Et s'il y a des fissures, c'est quoi les fissures dans la nature, les fissures dans la terre, par exemple? Sécheresse. Eh oui, donc ça veut dire sécheresse, déficience de yin, et déficience de yin qui a duré longtemps et qui a laissé sa marque, qui peut avoir été compensée par la suite, hein, parce que voilà, un enduit peut la recouvrir, mais une fois que la crevasse, la fissure, elle est là, au niveau de la langue, il est quasi impossible de la faire partir. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, si ce n'est plus le cas actuel, ça veut dire qu'il y a eu des épisodes de déficience de yin dans la vie de cette personne. Et si en plus, à l'heure actuelle, elle a une langue rouge avec peu d'enduit dessus, c'est que la déficience de yin est toujours là. Donc, excuse-moi, tu as dit, elle a pu avoir le problème et elle ne l'a plus aujourd'hui. Comment fais-tu la différence? Comment fais-tu la différence si c'est quelque chose de passé mais de résolu ou si c'est actuel? Oui. Eh bien, si c'est révolu, elle a un corps de langue qui est redevenu rose et un enduit mince blanc par-dessus. Si la langue est toujours rouge avec très peu d'enduit, voire pas d'enduit du tout, ça veut dire qu'elle est encore en déficience de yin. Ah, d'accord. Tu comprends? Oui. Et si elle est pâle? Si elle est pâle, oui. C'est de la déficience de sang, c'est ce que j'allais dire, parce qu'elle peut être fissurée, crevassée
et pâle en même temps. Elle peut être rouge, mais elle peut être pâle. Si elle est rouge avec peu d'enduit, c'est de la déficience de yin. Si elle est pâle, c'est de la déficience de sang. Tout à fait, Marie. Et quand il y a des petites boules sur le côté? Alors, c'est ce qu'on appelle la langue épineuse. C'est la ligne du dessous. Ça, c'est des déformations de la langue. Euh, Par exemple, quand on a un aft, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle une langue épineuse. Mais voilà, il peut y avoir aussi des petites parties de langue qui, même quand il n'y a pas d'aft, restent comme ça. Ça veut vraiment, c'est vraiment le signe d'un excès de chaleur. Et s'il est sur les bords, sont sur les bords, ces petites choses, c'est quoi? Le foie? Ouais. Un excès de chaleur du foie. Exactement. Et si c'est au niveau de la pointe, Le cœur. un excès de chaleur du cœur. Voilà. Rien que pour les aftes, par exemple, ça vous donne des réponses. Merci. Avec plaisir. Alors, si le corps de la langue, là, je reviens aux différentes textules. J'ai foncé sur les langues crevassées parce que c'était la question que vous m'aviez posée, mais je vous propose qu'on passe les différentes textures en revue. Donc, si le corps de la langue est mince et que la langue est tonique, c'est-à-dire que la personne peut la tirer sans problème, la rentrer sans problème, ça, c'est l'état de santé normal. Si en plus, elle est rose avec un enduit mince blanc, c'est la perfection. Quand elle est elle n'est plus mince, mais au contraire, elle est grosse, enflée. Ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Hein. La langue, c'est un muscle, c'est comme une éponge. Donc, elle peut, quand elle est gorgée de sang, quand elle est gorgée de liquide, elle peut grossir, elle peut enfler. Ça veut dire qu'il y a une accumulation d'humidité dans le corps. Et s'il y a ce qu'on appelle des empreintes dentaires. Alors, qu'est-ce que c'est les empreintes dentaires? Eh bien, ce sont les marques des dents sur les bords de la langue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est assez fréquent. Hein. Vous regarderez votre langue, vous regarderez les langues des gens de votre famille ou des gens autour de vous. C'est très fréquent d'avoir des empreintes dentaires sur les bords de la langue. Et là, malgré que ce soit sur les bords, ça n'a rien à voir avec le foie. En fait, la langue, dans la journée, elle est tonique, vous parlez, etc. Elle se tient dans la bouche. Quand vous dormez la nuit, comme l'ensemble des muscles de votre corps qui se détendent, qui se relâchent, parce que vous n'avez plus à vous en servir, et c'est pour ça d'ailleurs que le sang se retire et va se mettre en réserve au niveau du foie, là où on fait les rêves. Hein. Donc, le muscle de la langue se dépose dans le fond de votre bouche. Et si il y a un manque de tonicité de votre corps, des muscles, eh bien, il va venir tellement se déposer, se relâcher qu'il va venir s'appuyer contre les dents de votre mâchoire inférieure et la langue va prendre les marques de vos dents qui vont rester imprimées au niveau de votre langue. C'est pour ça qu'on appelle ça des empreintes dentaires. Alors, qui est responsable de la tonicité de la chair des muscles? Est-ce que vous vous souvenez? Quel organe? La rate, hein, non? Et la rate, exactement. Donc, les empreintes dentaires égale déficience d'énergie de la rate. C'est typique. Mais bon. Et en plus, si elle est grosse et enflée, il y a de l'humidité interne, ça veut dire que la rate fait mal son boulot et qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer de l'humidité. Donc, langue grosse, légèrement enflée avec des empreintes dentaires, déficience d'énergie de la rate et accumulation d'humidité. Voilà, mais les empreintes dentaires, c'est vraiment un signe, comme ce que je vous disais tout à l'heure, la langue rouge avec peu d'enduit, la langue rouge avec un enduit mince jaune, la pointe rouge, les taches bleutées. Voilà, c'est des signes, vous ne pouvez pas vous tromper. Eh ben, les empreintes dentaires, c'est pareil, c'est facile. Empreinte dentaire égale déficience d'énergie de la rate. Et il y en a. Alors,
Langue crevassée, on a vu. Langue épineuse, on a vu. La langue molle, eh bien, ça, c'est les personnes qui ont du mal à tirer la langue. On voit bien quand ils tirent la langue que la langue qu'elle n'est pas tonique. Ils ne vont pas être toniques non plus physiquement. Ils peuvent même avoir du mal à s'exprimer, comme s'ils avaient un peu de la bouillie dans la bouche. Ça, c'est vraiment une déficience d'énergie et de sang. La tonicité, comme on vient de le dire, la tonicité de la langue, c'est l'énergie de la rate. Quand la langue est molle, voilà, ça veut dire qu'il y a une déficience d'énergie et de sang. Elle n'est pas suffisamment irriguée, elle n'est pas suffisamment tonique, la langue. Au contraire, quand la langue est raide, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin quasiment pas besoin de tirer la langue. On voit que la langue, elle est tendue, elle est dure. Ça, c'est un excès de chaleur, voire même un excès de vent du foie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chaleur et tellement d'énergie dans le foie qui monte que ça tire sur la langue. On a vu que la rate, c'était la chair des muscles. Le foie, c'est les tendons. Donc, tout ce qui est au niveau du frein de la langue, au niveau du maintien de la langue, voilà, ça donne un gainage très dur au niveau de la langue, le fait qu'il y ait de la chaleur ou du vent au niveau du foie. Ça peut être, on parlait de syndrome précurseur d'infarctus tout à l'heure avec les taches bleutées, la langue très très raide comme ça, ou la langue déviée, comme vous voyez à la dernière ligne, montée devant du foie. Ça peut être un signe précurseur de l'apoplexie, des accidents, des AVC, l'accident vasculaire cérébraux, parce qu'il y a trop de yang du foie, trop de vent du foie qui monte à la tête. La langue déviée, c'est simple. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à la tirer, droite. Il y en a plus qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée un déséquilibre des tendons. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le foie qui gère les tendons. Donc, le positionnement de la langue, même si c'est un muscle, comme les muscles de vos bras, de vos jambes, etc., la chair des muscles est attachée par des tendons au niveau des articulations. La langue, c'est pareil. Il y a plein de tendons dans le fond qui tiennent la langue. Et bien, quand la langue est raide ou quand la langue est déviée, c'est qu'il y a un excès de yang, un excès de chaleur, un excès de vent au niveau du foie. Et ça peut être un signe précurseur de l'AVC. C'est pas sympa ce que je vous raconte, mais ça peut sauver. Ou alors, ça veut dire que l'AVC est passé. Comme on disait tout à l'heure avec les crevasses, la personne, elle peut l'avoir fait déjà, mais ça, là, vous le savez, si la personne, elle l'a fait, la personne, elle est hémiplégique, elle a une paralysie faciale, et là, forcément, la langue, elle est déviée. Mais ça peut être le signe juste avant que ça n'arrive, et voilà, ça peut sauver des vies. Est-ce qu'on a tout vu? Non, la langue agitée. Qu'est-ce que c'est la langue agitée? J'ai rarement vu ça, mais ça m'est arrivé une fois. Quand j'étais au collège, d'avoir un camarade qui avait des problèmes si importants, qui avait la langue agitée. À l'époque, je n'étais pas capable de savoir que c'était une langue agitée, mais plus tard, quand j'étais en cours de médecine chinoise et que j'ai appris ce que c'était que la langue agitée, je me suis souvenu de ce gamin et je me disais, mais oui, c'est vrai, en plus, il avait des problèmes si. La langue agitée, c'est les personnes qui ne peuvent pas la laisser tranquille, qui jouent avec, qui n'arrêtent pas. Bon, je n'ai pas de pathologie mentale, donc je ne vous le fais pas bien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo, mais moi, j'ai vu un adulte. Oui, bien sûr. Comme ça, wow, c'est impressionnant. Impressionnant. Ah oui, qui tirait la langue et qui faisait que ça, quoi. Oui, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Bah si, ça le gênait un peu quand même, à un moment donné. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas qu'ils ne s'en rendent pas compte. Excuse-moi, c'était mal formulé. Ils font pas exprès. Oui, c'est ça. Ça échappe à leur contrôle. Il ne faut pas exprès de te tirer la langue. Oui. Non, ça échappe à leur contrôle. Ouais. C'est un excès de feu au niveau du cœur. C'est un excès de feu qui perturbe le chêne. Le chêne, vous vous souvenez, on a vu ça quand on a vu le cœur. C'est toutes les facultés mentales, psychologiques et émotionnelles. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a déjà des grosses perturbations.
mais ça peut être, voilà, ça peut être un signe. Ça peut être un signe. Bon, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Vous verrez plus de langue rouge avec peu d'enduit. Vous verrez plus de, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, d'empreintes dentaires et de choses comme ça. Voilà, mais je voulais quand même, malgré que ce soit un petit cours comme ça, je voulais quand même essayer de vous donner quelque chose d'être le plus complet possible. Donc vraiment, j'ai repris le cours du cycle 3 que je donne en présentiel, qui n'existe pas encore en ligne. J'ai repris les tableaux du cours du cycle 3. Voilà, je les ai nettoyés pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Et j'ai essayé vraiment d'être le plus complet possible, que vous ayez tout. Même si vous n'utilisez pas tout, au moins vous aurez compris comment ça fonctionne. Je ne voulais pas juste vous donner les tableaux comme ça. Je voulais vraiment qu'on passe du temps pour que je vous explique. Parce que moi, un tableau comme ça ne me parle pas. Je le lis, je ne vais rien retenir. Voilà. Par contre, voilà, moi, je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est mince, pourquoi c'est gros, pourquoi il y a des empreintes, pourquoi c'est crevassé, pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est rose, pourquoi c'est jaune, pourquoi c'est violacé, etc. Je pense que c'était plus intéressant comme ça, selon moi. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce soir sur la langue. Est-ce que on a fait le tour? C'est déjà, voilà, c'est assez complet comme ça. Si je voulais vous montrer une dernière chose, voilà, j'ai trouvé ça cet après-midi. Ah oui, bien. Est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie demain avec le replay? Ah oui, s'il te plaît. Très bien. Voilà. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout ce que je vous ai expliqué, mais c'est pas mal comme résumé. Voilà. Je vous l'enverrai ou vous pouvez le choper demain dans le replay si vous voulez faire une capture d'écran. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous le mettre en pièces jointes dans le mail. Je vais voir comment je peux faire. Je vais essayer de vous le mettre. Merci, oui. Voilà ce que j'ai trouvé cet après-midi parce que j'étais embêté. En fait, j'ai repris mes cours de médecine chinoise dans lesquels il y a des photos des différentes langues. Mais en fait, mon cours qui date. On n'a pas donné l'année. Ce cours sur les langues, je dirais en 93, 84, 92, 93, 94, quelque chose comme ça. Mes planches de photos de langues sont complètement jaunies. On dirait que toutes les langues sont jaunes. Humidité, excès d'humidité. Oui, je pense qu'elles ont eu de l'excès de lumière aussi, tu vois. Et moi qui pensais, je me dis, je vais leur scanner ces photos-là, ça va être super et tout. Je récupère ça, je le sors et tout. J'étais devant le scanner, j'ouvre. Ah oui, mais la page entière est jaune, toutes les photos sont jaunes, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai laissé tomber. C'est pour ça que je vous ai cherché ça. Je vous envoie ça. Oui, super. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions sur tout ça? J'en ai une petite. Oui. Une personne qui tire la langue, j'ai déjà remarqué, ou bien la personne tire la langue, le bout de la langue, ah, oui. ou l'autre, et il y en a d'autres qui ouvrent en grand la bouche et te montrent tout jusqu'à voir les amygdales. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose? À part de la pudeur? Ou d'un trait de caractère, je ne veux pas montrer ce que j'ai je pense à l'intérieur. Que c'est ça. Je pense que c'est les personnes qui ne veulent pas montrer, qui ne veulent pas exprimer. J'en ai, moi, et c'est pas pratique parce que si la personne, tu lui dis, je peux voir votre langue, s'il vous plaît, elle fait ça. Oui, c'est ça. Tu fais quoi avec ça? Tu vois que la pointe, tu ne vois pas tout le reste? Ouais. Non, moi, j'ai besoin de tout voir. Mais je pense qu'effectivement, je l'ai plusieurs fois constaté, en général, c'est des personnes qui sont introverties. Si je parlais médecine chinoise, je dirais qu'elles ont une bonne stagnation d'énergie du foie, qu'elles contiennent au lieu d'exprimer. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais oui, c'est possible. Alors, dans ces cas-là, on a envie de tirer dessus pour que ça sorte. Mais oui, moi, je ne peux pas faire un bilan énergétique avec quelqu'un qui me montre que je fais quoi, moi, avec ça? Ouais. Si je vois la pointe, je sais comment va leur cœur, mais pas le reste. C'est le reste qui m'intéresse. Oui, tu as raison. Tu as raison. Et là, je dirais, faut les bousculer pour. Non, moi, j'ai besoin que vous me tirez. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que je le fais. Le premier, pour que les gens me tirent la langue, en général, je commence par le faire moi. Oui, c'est bien, oui. Ouais. J'aurais besoin de voir votre langue. Vous pouvez faire voir votre langue? Ouais. Et ça, voilà, ça.
ça les stimule, ils se disent qu'ils ne seront pas les seuls à être ridicules puisque moi je l'ai fait. Ouais. Quand on était petit, il ne fallait pas tirer la langue. Alors, je sais, c'est comme ça qu'on a été. On n'est pas des Népalais, nous, on ne dit pas bonjour en tirant la langue. C'est ce qu'ils font, les Népalais? Ouais. Oui. Tu n'as pas lu Tintin au Tibet, toi? Ah, je ne me souviens pas avoir lu Tintin au Tibet, non. C'est dans quoi? C'est dans 7 ans au Tibet, le film de Jean-Jacques Hano sur… Ah, mais ça, je l'ai vu. Eh ben, à un moment, ils arrivent dans un village tibétain et tu vois tous les Tibétains qui font… Ah non. Ça, tu ne sais pas, tu penses qu'ils leur font des grimaces. Mais non, ils leur disent bonjour. C'est une façon de dire bonjour. Excellent. Mais c'est étonnant parce qu'en fait, c'est une façon de dire bonjour en montrant à l'autre comment on est à l'intérieur. J'allais dire, ils ne sont pas introvertis alors, les Népalais. Et je pense que c'est une façon de montrer qu'ils n'ont rien à cacher. Ah, pas bête. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai appris la médecine chinoise, c'est ça que ça m'a dit. Je me suis dit, c'est ça. Les gens qui tirent la langue en disant bonjour, que ce soit les Tibétains ou les Népalais, c'est un peu comme si tu disais bonjour en montrant en dessous de ta veste que tu n'as pas d'armes à une époque, tu vois? Ah oui, c'est vrai, oui. C'est une façon de montrer qui tu es, comment tu es à l'intérieur. Ouais, intéressant. Et pas commencer à établir une relation sur du paraître et du mensonge. Ah, il faut être sûr de soi alors. Mais oui. Après, c'est culturel. Hein, mais je trouve que le message qui est caché derrière est intéressant. Tout à fait. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Eh ben, avec grand plaisir. J'espère avoir répondu aux attentes des personnes qui m'avaient demandé la dernière fois ça. Ce qui est étonnant, c'est que les gens du cycle 3 m'ont fait exactement la même demande et que je vais faire ce cours sur la langue dans 15 jours à Nantes aux élèves du cycle 3 de la médecine chinoise pour tous. Donc, c'est quand même, vous êtes bien synchro. Moi, je trouve ça passionnant, en tout cas. Je suis content si ça vous a passionné. La bonne nouvelle aussi que j'ai à vous annoncer, c'est que j'ai fini de mettre en place le cycle 2 dont je vous parle déjà depuis 6 mois, je pense, mais j'étais tellement débordé que je n'ai pas réussi à m'en occuper, et que le cycle 2 sera accessible dès le début d'année. Je vais faire une ouverture spéciale du cycle 2 début d'année 2023 et que, bien sûr, les participants du cycle 1 de la médecine chinoise pour tous bénéficieront d'une offre spéciale pour y accéder et en priorité et à un tarif plus intéressant que tous les autres. Merci. Voilà ce que j'ai prévu. Et dans la foulée, je pense fin 2023, je lancerai le cycle 3 en ligne également. Normalement, d'ici 1 an, les 3 cycles seront accessibles et vous aurez la possibilité de les suivre. Voilà. Et alors, le cycle 2, c'est quoi exactement, Eric? Le cycle 2, alors le cycle 1, c'est celui que vous faites, c'est celui pour s'occuper de soi. Les grandes lignes de la médecine chinoise, les grandes lignes de la diététique chinoise et s'occuper de soi avec l'alimentation, le qigong, les automassages, la respiration, les méditations. C'est vraiment tous les outils pour s'occuper de soi. Le cycle 2, on va plus loin dans l'étude des méridiens, l'étude des organes et des entrailles. Là, dans le cycle 1, le diagnostic, on va jusqu'au yin, au yang, excès de yin, excès de yang, déficience de yin, déficience de yang, blocage d'énergie et du sang. Mais on ne va pas dans le détail dans les organes et dans les entrailles. C'est ça qu'on va faire au cycle 2. C'est-à-dire, par exemple, pour le foie, être capable de faire la différence entre un blocage d'énergie du foie, une déficience de yin du foie, une montée de yang du foie, une montée de feu du foie, une montée de vent du foie, une déficience de yin du foie. Et ça pour tous les organes. Wow. Et à partir de ça, à partir de chaque organe, à partir de chaque méridien, on verra l'ensemble du réseau énergétique du méridien qui correspond à l'organe et on verra le massage Twina, le massage qui correspond au méridien en question. Voilà. Et on passe comme ça en revue tous les méridiens et les merveilleux vaisseaux qui sont des méridiens extraordinaires. C'est ça le cycle 2.
ça permet d'aller plus loin et non seulement de continuer à s'occuper de soi, mais pouvoir aussi, grâce au massage Twina, pouvoir aussi s'occuper des autres. Voilà. Et le cycle 3, c'est l'étude de thèmes particuliers, un peu comme on a fait ce soir, mais de façon peut-être un peu plus approfondie, et l'étude de cas pratiques, c'est-à-dire qu'on prend un cobaye, l'un d'entre vous par exemple, et puis tous ensemble, on lui fait son bilan énergétique, il nous raconte son histoire, on lui pose des questions, on lui fait tirer la langue voilà, de manière à faire son bilan énergétique. Moi, je vous laisse faire. Je suis en arrière-plan. Je vous guide. Je vous aiguille. Je finis par vous donner la solution si vous ne la trouvez pas. À partir de ça, on établit un principe de traitement. Ça veut dire dans quel ordre on fait les choses. Est-ce qu'on commence par tonifier? Est-ce qu'on commence par dénouer? On commence par tonifier quoi en premier? Et à partir de là, on fait une liste de conseils. Alors, cette personne, on lui conseille quoi? Avec tout ce que vous savez, on lui conseille quoi en alimentation? On lui conseille quoi en qigong? On lui conseille quoi comme exercice? On lui conseille quoi? Et on lui ferait quel massage? Voilà, ça c'est le cycle 3. Un beau programme. C'est bien aussi. Voilà. Donc ça, écoutez, ça prend forme. Le cycle 2 sera accessible début 2023. Et je pense que ce n'est pas la peine que je mette le cycle 3 accessible tout de suite tant que les gens n'ont pas fait le cycle 2. Mais à partir de septembre 2023, le cycle 3, je le mettrai en ligne et ce sera sous forme de réunion comme ça aussi pour le cycle 3. Voilà. Très bien. Je suis content que ça vous plaise. Tant mieux. Oui. Je me réjouis. Voilà, en tout cas, vous serez tenus au courant, mais vraiment, je ne l'ai pas encore diffusé publiquement, mais je tenais vraiment à vous le dire, à vous d'abord. Les seuls qui le savent aussi, c'est les gens qui suivent la médecine chinoise pour tous en présentiel, à qui je l'ai dit. Mais parce que vous serez les premiers avertis, et je vous dis, vous serez prioritaires dans le temps et au niveau du tarif également. Voilà les bonnes nouvelles de ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez encore des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, par rapport à la langue? Ou ça vous a apporté des choses, des éléments Ah, déjà, on peut regarder notre langue. Regardez votre langue déjà ce soir et avec ce que vous avez eu, ce qu'on a vu ensemble, si déjà vous vous trouvez objectivement, rien qu'en regardant votre langue, votre équilibre ou déséquilibre énergétique à vous, que vous faites votre bilan énergétique à vous rien qu'en vous regardant votre langue, j'aurais réussi mon pari si vous arrivez à faire ça ce soir. Et puis après, n'hésitez pas à en regarder des langues, à tirer les gens, à faire tirer, pardon, parce que vous n'allez pas tirer la langue des gens, mais faire tirer la langue de vos proches, de votre famille, tous les gens qui veulent bien vous tirer la langue pour comparer, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre et que vous allez voir la différence. Alors, ils ne le disent pas pour la langue, les Chinois, mais ils le disent pour le pouls. Ils disent que pour être capable de sentir un pouls de façon vraiment sûre, il faut en avoir senti 10 000. Ça ne m'étonne pas. Bon, je ne dirais pas que ça va aussi loin pour la langue parce que c'est quelque chose qui est plus visuel, qui est moins… perceptible. Oui, voilà, c'est plus facile que le pouls. Le pouls, c'est vraiment difficile. Je n'enseigne pas, moi, dans mes formations, le pouls parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Mais déjà, avec tous les symptômes, le ressenti, la langue, le teint, on a déjà tellement d'éléments. Mais voilà, essayez de comparer avec les gens autour de vous. Leur faites pas forcément des bilans énergétiques catastrophiques, les pauvres. Vous leur dites que vous avez suivi un cours sur la langue dans le cadre de votre formation en médecine chinoise et vous avez besoin d'en voir plusieurs pour bien intégrer le cours. Leur dites pas, ouais, toi, tu as un excès de chaleur du foie. Alors, toi, tu as bientôt une montée de vent du foie, tu n'es pas loin de l'AVC, tu n'es pas loin de l'infarctus. Voilà. Mais voilà, si vous pouvez en voir
petite dizaine, ce serait pas mal pour vraiment commencer à avoir un panel. Quand on est en cours en présentiel, c'est chouette parce qu'on fait tirer la langue à tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a toutes les catégories d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. C'est chouette. Mais faites-le autour de vous, vous pouvez. Et est-ce qu'il y a une différence entre le matin et le soir? Non, ce qui fait la différence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui grattent leur langue et puis quand les gens mangent des trucs qui colorent. Oui, d'accord. Et je parlais du café, il n'y a pas que le café. Quelqu'un qui mange des myrtilles et qui vient vous voir après et il dit putain, qu'est-ce qu'il a la langue violacée. Il va mourir. Il fait une stase de sang importante, il va falloir faire venir les pompiers. Non, c'est des myrtilles. Le vin rouge. Le vin rouge, ça a tendance à bien teinter la langue en rouge aussi. Voilà, c'est plus ça le problème. C'est sûr que plus c'est loin du repas, moins ça va influencer la couleur. D'accord. Ça influencera pas la forme, mais ça influencera la couleur. Ça veut dire que quand même, avant de faire un diagnostic de la langue, il faut quand même poser la question sur l'alimentation. C'est ça. Si la personne elle vient de boire du café, elle vient de manger des myrtilles, des framboises ou de la réglisse. Ou de la réglisse, complètement, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une patiente comme ça qui mangeait des cachous. Ah bah, l'impression qu'il y avait une fissure noire au centre de la langue. C'était juste les cachous. Mais oui. Si vous voyez un truc suspect, il faut demander. Ouais. Moi, je demande maintenant. Quand je vois un truc suspect, je dis, vous n'avez pas bu un petit café juste avant de venir me voir? Si, comment vous savez? Je suis devin, j'ai vu ça dans ma boule de cristal. Non, il faut demander, oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Okay. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous ce soir, mes chers amis. On se retrouve au mois de novembre. J'ai regardé, je pense, le 22 ou le 23 novembre pour la prochaine, qui sera consacrée à l'hiver, puisque là, nous y serons rentrés vraiment. Donc, ce sera consacré à l'hiver, les reins, la vessie, le froid, les os, etc. Et puis, toutes les questions que vous aurez par rapport à ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Je Bonne vous soirée à tout le envoie monde. le replay de toute façon demain, de manière à ce que si vous avez besoin, vous pourrez comme ça accéder aux différents tableaux que je vous ai montrés ce soir. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans un mois. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été un grand plaisir, comme toujours, de partager ma passion de la médecine chinoise avec vous. J'espère que ça vous aura appris plein de choses et que ça vous aura plu. C'est contagieux en plus. Tant mieux. Il vaut mieux que ce soit ça qui soit contagieux. Ça, je veux bien que ça soit contagieux. Ça. La bonne humeur, l'amour, la passion, voilà, que ce soit contagieux le plus possible. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir à toutes. Au revoir. Ciao.